Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors accrochez-vous parce que ce que je vais vous raconter dépasse la fiction. Le 14 janvier dernier, il ne s'est pas passé quelque chose de dramatique ou de terriblement bouleversant. Non. Ce qui s'est produit relève plutôt du théâtre de l'absurde. Un truc tellement farfelu, tellement surréaliste qu'on ne sait même pas si on doit rire, pleurer ou simplement cligner des yeux très fort pour vérifier qu'on est bien réveillé. Vous savez, parfois, un événement est tellement incohérent, si éloigné de toute logique, qu'il échappe au choc émotionnel habituel. Ce n'est même pas qu'on est choqué, c'est qu'on ne sait même pas comment réagir. Le cerveau cherche une explication, mais il n'en trouve pas. Rien. Le vide. Parce que c'est tout simplement dénué de sens, de logique, d'intention compréhensible. C'est ce genre de moment qu'on vit rarement, où l'absurdité elle-même devient l'élément marquant. Et c'est exactement ce qui s'est produit ce fameux 14 janvier. Un événement si déroutant, si irrationnel, qu'il ne peut être classé ni comme grave, ni comme banal. Il flotte, là, dans une catégorie à part, celle des folies sans queue ni tête. Tenez-vous bien, parce que le 14 janvier dernier, la scène politique israélienne a offert un épisode digne d'un scénario improbable. Le Parlement d'Israël, vous savez, cette institution qu'on appelle la Knesset et qui siège à Jérusalem, la ville que nous, ailleurs, qualifions toujours d'occupée, a glissé dans son agenda quelque chose de pour le moins inattendu. Ce jour-là, en toute solennité et avec un sens de l'urgence que personne n'avait vu venir, la Knesset a décidé de débattre d'un sujet qui n'a rien à voir avec ses priorités habituelles, la reconnaissance de la Kabylie comme entité autonome. Oui, vous avez bien entendu. Pas un canular, pas une rumeur Internet, une vraie proposition, posée noir sur blanc dans le programme du jour. En résumé, des députés israéliens, 4 pour être précis sur les 120 qui composent l'hémicycle, ont soumis une idée assez surréaliste, faire reconnaître la Kabylie soit comme une région autonome, soit carrément comme un État souverain en devenir. Leur objectif? Pousser le gouvernement à se positionner officiellement sur l'indépendance proclamée de cette région algérienne, une déclaration faite en décembre 2025. Et là, on ne parle pas d'un débat en petit comité ou d'un échange autour d'un café. Non, il s'agit d'une initiative parlementaire formelle, lancée avec tout le décorum que cela implique. Inattendu, étonnant et pour tout dire, un peu lunaire. Et oui, ils en ont parlé. Un vrai débat a eu lieu au sein du Parlement israélien. Le sujet, la Kabylie. Rien que ça. Des députés se sont succédés au micro pour disserter sur une région algérienne comme s'il s'agissait d'un partenaire potentiel de haute volée. Pourquoi la Kabylie? Eh bien, selon certains élus, cette région se distingue du reste de l'Algérie. Elle serait laïque, tournée vers l'Occident et surtout stratégiquement utile face à Alger. En résumé, un futur allié naturel, en tout cas dans leur logique. Chacun y est allé de son commentaire, plus ou moins habile, pour défendre ou encenser l'idée. Et derrière ce feu vert parlementaire, on retrouve 4 noms. Dan Hilos, Ohad Tal, Isaac Kizer et un certain Monsieur Sen. Ces 4-là ne sont pas nés de la dernière pluie. Si on jette un œil à leur CV politique, on comprend vite à quelle famille idéologique ils appartiennent. La droite israélienne la plus musclée, voire carrément son extrême. Prenons Dan par exemple. Né au Canada, issu d'une famille juive marocaine, formé outre-Atlantique avant de poser ses valises en Israël, où il a gravi les échelons jusqu'à décrocher un siège à la Knesset en janvier 2023. Son camp? Le Likoud, bien sûr, le bastion de la droite nationaliste. Pas officiellement classé à l'extrême droite, mais pas bien loin non plus, on va dire juste à côté. Sur l'économie, Dan joue la carte du libéralisme. Mais dès qu'il s'agit de la sécurité ou de la politique étrangère, il vire au faucon pur et dur, inflexible, conservateur et très fermement opposé à tout ce qui est palestinien. Passons au deuxième personnage de cette petite troupe parlementaire, Ohad Tal. Avant d'aller plus loin, soyons clairs, en Israël, il n'y a pas que des ultras. Il existe aussi une gauche politique, des voix pour la paix, des militants anticolonialistes, des journalistes intègres et même des parlementaires qui défendent les droits des Palestiniens, réclament la fin de l'occupation de Gaza ou s'opposent à la colonisation rampante en Cisjordanie. Bref, tout le monde n'est pas aligné sur les extrêmes.
Mais Ohad Tal, lui, il est de l'autre bord. Très loin de cette mouvance pacifiste. Lui, c'est un produit pur jus de l'extrême droite israélienne. Son parti? Ça ne s'invente pas. Le sionisme religieux. Rien que le nom annonce la couleur. Ce monsieur a navigué dans les hautes sphères de l'éducation nationale, a bossé à resserrer les liens entre Israël et la diaspora juive. Et aujourd'hui, il trône à la tête du comité des entreprises publiques de la Knesset. Cerise sur le gâteau, il siège aussi dans les commissions de la défense, des affaires étrangères et de l'économie. Un homme bien placé, donc. Côté idéologie, c'est du solide. Tal défend bec et ongle l'idée que la bande de Gaza doit être entièrement sous souveraineté israélienne. Pour lui, aucun doute, Gaza ne devrait même plus être considérée palestinienne. Point final. Et quand certains pays occidentaux osent critiquer les actions de l'armée israélienne contre les civils palestiniens, que fait-il? Il leur colle direct l'étiquette d'antisémite. Voilà le genre de personnage dont on parle. Un ultra assumé, sans détour ni nuance. Eh oui, sans surprise, cette manœuvre politique nous vient tout droit des rangs de la droite dure, et même de son extrême, au sein de la scène israélienne. Ce sont eux qui ont tiré les ficelles avec un objectif bien clair, faire pression sur leur gouvernement pour qu'il acte officiellement quelque chose d'assez énorme, à savoir la reconnaissance de la Kabylie comme État en devenir. Selon eux, il ne s'agit pas juste d'un groupe d'activistes. Non, non. Il est question ici d'un gouvernement en exil, structuré, organisé, légitimé. L'Anavad. Ce mot revient souvent dans leur discours. L'Anavad, c'est le nom qu'ils donnent à cette autorité kabyle installée hors d'Algérie, censée incarner le pouvoir politique du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le projet, dans leur logique, est simple. Amener Israël à reconnaître ce gouvernement en exil comme l'unique représentant légitime du peuple kabyle et, par extension, valider l'existence, ou du moins la naissance, d'un futur État kabyle. Rien que ça. Une proposition aux airs de diplomatie parallèle qui, sur le papier, pourrait bousculer pas mal d'équilibres régionaux, si elle allait jusqu'au bout. Ce petit coup politique israélien vous rappelle quelque chose ? Eh bien, pour les plus attentifs, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé tout récemment avec le Somaliland. Oui, souvenez-vous, fin décembre 2025, Israël a été le tout premier pays de la planète à reconnaître officiellement ce territoire comme un État indépendant. Un geste qui a fait un bruit monumental sur la scène internationale. Mais attendez, pour ceux qui ne voient pas bien où c'est, le Somaliland, c'est une région située tout au nord de la Somalie. Elle a proclamé son indépendance en solo, tenez-vous bien, depuis 1991. Cela fait plus de 3 décennies qu'elle fonctionne comme un pays à part entière. Elle a son propre gouvernement, ses infrastructures, ses forces armées et même une forme de stabilité que bien des pays pourraient lui envier. Et pourtant, malgré tout ça, aucun membre de l'ONU n'a daigné lui accorder une reconnaissance officielle. Personne. Sauf Israël, qui a brisé la glace à la fin de 2025. Et évidemment, cette reconnaissance a été perçue par beaucoup comme un coup de canif à l'intégrité territoriale de la Somalie. Un pays déjà fragilisé par des décennies de conflits internes et d'instabilité chronique. Mais attention qu'on ne s'y trompe pas. Comparer le Somaliland au MAK, c'est comparer l'huile et l'eau. Ça n'a rien à voir. Le premier a une vraie structure d'État, autonome depuis plus de 30 ans. Le second, eh bien, c'est une toute autre histoire. Soyons clairs dès le départ, la Kabylie, ce n'est pas le Somaliland. Et pourtant, certains veulent y croire. Attendez un peu, vous allez entendre leurs arguments, ils arrivent. Mais moi, franchement, je reste bouche bée. J'ouvre cette discussion ici et j'espère sincèrement qu'on viendra m'éclairer, parce que je ne comprends pas cette fascination soudaine, pour ne pas dire cette danse de séduction, avec Israël. Et pas n'importe quel Israël, celui aligné sur les courants les plus durs, la droite la plus rigide, parfois même l'extrême. Cette proximité assumée, cette volonté de coller aux positions de l'aile dure israélienne, ça m'échappe complètement. Qu'est-ce que le MAK va chercher là-bas? On va essayer de comprendre, mais avant tout, précisons une chose. Cette fameuse journée parlementaire a bel et bien eu lieu.
Et à son issue, une proposition a été envoyée officiellement au gouvernement israélien. C'est désormais entre les mains d'une figure politique bien précise, Sharon Miriam Haskel, vice-ministre des Affaires étrangères. C'est à elle que revient la tâche de trancher, ou au moins de répondre formellement, dans les jours à venir. Et la question posée est lourde de sens. Le gouvernement israélien va-t-il franchir le pas? Va-t-il accepter de considérer le MAC comme un pouvoir légitime, un représentant officiel du peuple kabyle? Et, par ricochet, va-t-il reconnaître la Kabylie comme une entité distincte, autonome, voire un État à part entière? Voilà où nous en sommes. Événement sans précédent. Jamais, et je dis bien jamais, la Knesset, le Parlement israélien, ne s'était penché sur un dossier de ce genre. C'est littéralement la première fois qu'Israël envisage, ne serait-ce qu'en théorie, la reconnaissance d'un nouvel État en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. Une première historique. Une sorte d'ovni diplomatique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Entrée en scène de Farhat Meni, le visage du MAC. Il a pris la parole lors d'une interview diffusée sur une plateforme bien connue de l'écosystème médiatique israélien francophone, Kalita Sud, alias Studio Kalita. Une web radio, une web télé, un canal parfaitement rodé à la défense des intérêts stratégiques d'Israël, et basé évidemment à Jérusalem côté israélien, comme on s'en doute. Kalita, ce n'est pas une chaîne neutre ou grand public. Non, leur ligne éditoriale est limpide. On y relaie, sans détour, la vision géopolitique dominante en Israël, version pro-gouvernement. Mais bon, rien d'illégal dans ça, c'est le jeu médiatique. À chacun sa voix, à chacun son camp. Et donc, dans ce cadre bien balisé, que dit Farhat Meni? Eh bien, voici, mot pour mot, le cœur de son message. Peuple israélien, sachez qu'Israël a besoin d'une sœur sur la rive sud de la Méditerranée. Cette sœur, c'est la Kabylie. Ensemble, nous construirons une Méditerranée de paix, de prospérité, de solidarité, de justice et de coopération internationale. Voilà, résumé express d'un entretien de 27 minutes, durant lequel Farhat déroule sa vision, celle d'un MAC tendant la main à Israël en quête de reconnaissance, de soutien, voire d'alliance stratégique. Une déclaration qui, selon lui, pourrait jeter les bases d'un partenariat méditerranéen lumineux, mais qui, pour d'autres, frôle l'utopie diplomatique. Retour en arrière, 14 décembre 2025. Ce jour-là, Farhat Meni, chef de file du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, monte au créneau et déclare officiellement l'indépendance de ce qu'il considère être son pays. Une annonce forte, posée comme l'aboutissement de plus de 6 décennies de lutte, un combat entamé bien avant lui et qui, selon ses mots, n'est pas encore terminé. Mais pour comprendre cette déclaration, il faut remonter plus loin. À 1967, année de la célèbre guerre des 6 jours, Farhat évoque cette période comme un tournant émotionnel. Il raconte qu'à l'époque, l'Algérie avait envoyé des pilotes kabyles combattre Israël au nom d'une solidarité arabe. Un choix politique que lui, personnellement, ne partageait pas. Selon lui, ces hommes ont été instrumentalisés, embarqués dans un conflit qui n'était pas le leur. Et malgré ce contexte, Farhat avoue une forme d'admiration pour la résilience israélienne durant cette guerre éclair qui a duré 6 jours. Et avant ça? Après le départ du colonisateur français en 1962, la Kabylie pensait respirer enfin. Mais non. À peine le joug colonial levé, d'autres armées venues du Maroc et de Tunisie auraient imposé à la région de déposer les armes. Une nouvelle domination sous un autre drapeau. Résultat, une guerre de 3 ans, de 1963 à 1965, qui s'est soldée, selon Farhat, par une défaite douloureuse pour les forces kabyles. Depuis ce temps, dit-il, les Kabyles sont devenus les nouveaux juifs de l'Algérie, les suspects permanents, les indésirables, les accusés faciles, ceux à qui on fait porter tous les échecs du pouvoir central. Et c'est peut-être pour cela, explique-t-il, qu'en 1967, il a vu dans la victoire d'Israël une lueur d'espoir, un symbole, celui d'un peuple qui, malgré les menaces et les humiliations, choisit de tenir bon, de rester debout, de ne pas disparaître. Bon, vous avez entendu les extraits, et honnêtement, j'ai du mal à y croire. Cette interview, aussi surréaliste soit-elle, mérite d'être analysée. Parce qu'à mes yeux, Farhat Meni s'est complètement égaré.
Il a, quelque part, perdu cette boussole intérieure qui l'a toujours guidé. Là, ses propos sont à côté de la plaque, vraiment. Et pourtant, je le dis sans mépris, j'ai toujours vu en lui un homme cultivé, posé, fin orateur, un artiste dans l'âme, un intellectuel au sens noble. Je l'ai croisé 1 ou 2 fois dans ma vie professionnelle. Quelqu'un de profondément pacifique, mesuré, réfléchi. Mais là, franchement, je ne le reconnais plus. Je vous parle en toute sincérité, ce Farhat-là ne ressemble en rien à celui que je connaissais. Cela dit, soyons clairs, je rejette totalement son projet séparatiste, mais je refuse tout autant l'étiquette de terroriste qu'on voudrait lui coller. Ce n'est pas un chef de guerre, ni un criminel, pas à mes yeux, et je doute qu'il le devienne un jour. Mais alors quand je l'entends déclarer que la Kabylie est la sœur d'Israël en Méditerranée, là je décroche. Sérieusement? Là, j'ai juste envie de m'asseoir face aux membres du MAC et de leur poser une question simple. Vous vous entendez parler? Parce que si le MAC se revendique comme un mouvement anticolonial, en lutte contre ce qu'il considère comme une occupation algérienne, alors expliquez-moi, comment justifiez-vous une alliance avec l'un des symboles contemporains de la colonisation, à savoir l'État d'Israël? Un pays qui, aujourd'hui encore, occupe militairement un autre peuple. La contradiction est immense. C'est comme dénoncer un incendie en allant chercher un pyromane pour t'aider à l'éteindre. Parlons franchement. Israël, aujourd'hui, est une puissance occupante. Ce n'est un secret pour personne. Une large partie des territoires palestiniens est sous contrôle israélien, et ce depuis des décennies. Oui, Israël a bien sûr le droit d'exister. C'est une réalité, un fait historique. Mais en parallèle, le peuple palestinien aussi a droit à son existence, à sa dignité, à son territoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier que l'existence de l'un se construit au détriment de l'autre. Alors comment un mouvement qui se revendique anticolonialiste, qui affirme vouloir briser ses chaînes, se libérer d'un pouvoir dominateur, peut-il aller chercher le soutien diplomatique, symbolique ou stratégique d'un autre pays dont l'essence même de la politique actuelle est fondée sur l'occupation? Franchement, ça défie toute logique. Il y a là une incohérence énorme, un paradoxe qui saute aux yeux. C'est comme si tu te présentais comme victime de la colonisation et dans le même souffle, tu allais frapper à la porte d'un colonisateur pour qu'il vienne valider ton combat. Tu ne peux pas, d'un côté, dénoncer la domination d'Alger et de l'autre, quémander les faveurs d'un État qui fait subir aujourd'hui encore exactement ce que tu dis subir toi-même. Et que les choses soient claires, ici, ce n'est pas une attaque contre Israël. Je ne suis pas antisémite, loin de là. Je respecte le droit du peuple israélien à vivre en paix, à être reconnu. Mais je le dis avec autant de clarté, la Palestine, elle aussi, a droit à son existence. Et à l'heure actuelle, l'État israélien existe en étouffant cette autre existence. Voilà la vérité qu'on ne peut pas balayer. Franchement, je ne comprends pas. Comment peut-on, au nom de la liberté, s'associer avec ceux qui l'écrasent ailleurs? Il y a quelque chose de moralement cassé dans cette logique. Parce que, soyons honnêtes, l'occupation israélienne de la Palestine est un fait, une réalité documentée, dénoncée, débattue à l'échelle mondiale. Et moi, je tiens à rester droit dans mes principes. Si je combats pour ma propre liberté, si je dénonce ceux qui m'oppriment, alors je ne peux pas, dans le même souffle, aller pactiser avec un autre oppresseur sous prétexte qu'il pourrait m'être utile. C'est une question de cohérence, de décence. Je veux dire, tu te dis victime d'injustice, tu te présentes comme peuple opprimé, et pourtant tu tends la main à un État qui, au regard du droit international, de la morale, de toutes les grilles de lecture éthique et politique, est classé comme oppressif. Oui, Israël est un État oppresseur, que ça plaise ou non à certains. Et on ne peut pas réclamer justice d'un côté, tout en faisant des clins d'œil complices à ceux qui en privent d'autres. Et là, attention, il y a encore pire. Quand j'entends certains dire que les Kabyles sont les Juifs de l'Algérie, alors là, on atteint un niveau d'absurdité stratosphérique. Sérieusement, arrêtez les comparaisons foireuses. Non, les Kabyles n'ont jamais été victimes d'un génocide, ni de déportation de masse, ni de chambres à gaz, ni de camps d'extermination. Il y a bien eu des répressions, c'est vrai.
Le printemps berbère, le printemps noir, des dizaines, peut-être quelques centaines de morts. Mais on ne parle pas d'extermination systématique ni d'holocauste. Comparer cette réalité avec ce qu'ont subi les Juifs d'Europe, c'est non seulement faux, mais aussi profondément indécent. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Oui, il y a eu des répressions en Kabylie. Oui, des militants y ont perdu la vie. Mais de là à parler de génocide, là on bascule dans la fiction politique. Aucun massacre de masse, aucune tentative d'extermination planifiée. Pas de four crématoire, pas de camp comme Auschwitz en Algérie. Non, Kabylie n'a jamais connu ça. Comparer ce qu'ont vécu les Kabyles à ce qu'ont subi les Juifs d'Europe, c'est tout simplement faux. Et pire que faux, c'est manipulateur. Ce genre de discours ne repose sur aucun fondement historique sérieux. C'est une déformation de la réalité qui, à force d'être répétée, finit par banaliser les véritables génocides, ceux qui ont laissé des millions de morts derrière eux. Donc non, il n'y a jamais eu de politique d'anéantissement ethnique visant les Kabyles. Dire le contraire, c'est mentir à la mémoire des victimes et insulter l'intelligence collective. Maintenant, soyons honnêtes. La Kabylie est l'une des régions les plus frappées par la répression du régime algérien, c'est vrai. Elle a payé un lourd tribut. Elle a été en première ligne à chaque soulèvement, à chaque combat pour la dignité. Elle incarne cet esprit de résistance, de désobéissance qui fait peur au pouvoir central. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est l'unique cible. Les Kabyles sont opprimés comme tous les autres opposants au régime. Islamistes, démocrates, syndicalistes, journalistes, étudiants, peu importe leur origine. La Kabylie a sa spécificité, mais elle ne fait pas l'objet d'un plan de nettoyage ethnique. On n'est pas dans les Balkans. Ce discours de persécution raciale généralisée, c'est de la rhétorique victimaire gonflée à bloc, sans base factuelle solide. Sur le plan intellectuel, soyons francs, là, Farhat a glissé. Non, il n'a pas été honnête. Je le dis sans détour, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Quand tu affirmes que, en 1967, nous étions admiratifs d'Israël, il y a un hic. Le MAC n'existait même pas à l'époque. Comment un mouvement inexistant peut-il ressentir de l'admiration? On frôle le voyage temporel. Et puis, sérieusement, qui vous a mandaté pour parler au nom de tout un peuple, passé, présent et futur? Depuis quand un homme, juste parce qu'il a décidé de s'autoproclamer représentant, peut se permettre de parler au nom de tous les Kabyles, d'aujourd'hui, d'hier et apparemment de demain aussi? Il n'y a eu ni urne, ni référendum, ni consultation populaire. Aucune légitimité démocratique. Alors oui, on se retrouve avec un discours où quelqu'un prend la parole comme s'il était l'ambassadeur autoproclamé des Kabyles depuis toujours. Il dit qu'en 1967, les Kabyles admiraient Israël, qu'ils ont été forcés de combattre contre leur volonté. Mais sur quelle base historique? Qui lui a raconté ça? Il était dans la tête des gens à l'époque? Non, là on dépasse le cadre du politique. On entre dans le domaine du délire pur. Et franchement, cette obsession du MAC à chercher la validation israélienne, c'est délirant. Il n'y a pas d'autre mot. On est dans un scénario digne d'un mauvais roman politique. Une fiction qui se prend pour un manifeste. Je vais être clair. J'aimerais bien poser une question simple aux partisans du MAC. Où est la logique? Quel est le calcul derrière tout ça? Enfin, je crois deviner. Le MAC pense probablement qu'en jouant la carte israélienne, il va répliquer la stratégie marocaine. Il s'imagine que si Israël leur donne son tampon, alors la voie vers Washington s'ouvrira comme par magie. L'Amérique les accueillera les bras ouverts avec un label pro-israélien estampillé sur le front et hop, reconnaissance internationale. Dans ce scénario rêvé, le MAC devient soudain un acteur fréquentable aux yeux des grandes puissances occidentales. Pro-Israël? Pro-Occident? Parfait. Alors soutien, financement, peut-être même photo avec le président américain. Et à la fin, le gros lot. Un État kabyle indépendant. C'est beau sur le papier, mais on n'est pas dans une série Netflix. Sauf que voilà, le Maroc, lui, a réussi son coup. Et il faut le reconnaître, objectivement. Depuis qu'il a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020,
La dynamique autour du Sahara occidental a radicalement changé. Le royaume chérifien a pris de l'avance, grattant des soutiens là où il en manquait. Regardez bien, l'Espagne a bougé. La France suit de près. Le Royaume-Uni s'est aligné. Et l'ONU elle-même, en octobre 2025, a publié une résolution qui va clairement dans le sens marocain. Le fameux plan d'autonomie proposé par Rabat n'est plus une simple suggestion. Il est en train de devenir la norme. Aujourd'hui, la majorité des poids lourds de la scène internationale s'alignent derrière le Maroc. C'est un fait. Mais attention à ne pas croire que le même raccourci magique marchera pour tout le monde. Le contexte, la géopolitique, le terrain, tout est différent. Copier-coller n'est pas stratégie. Alors oui, on ne va pas se mentir. La normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël a produit des résultats concrets. Elle a donné un coup d'accélérateur aux ambitions marocaines sur le Sahara occidental. Mais attention à ne pas faire de copier-coller hasardeux. La Kabylie, ce n'est pas le Sahara occidental, et les deux dossiers n'ont rien à voir juridiquement ni historiquement. Le Sahara occidental figure depuis des décennies sur la liste officielle des territoires à décoloniser des Nations unies. C'est une région internationalement reconnue comme non autonome, donc le droit international s'y applique avec des paramètres bien définis. La Kabylie, elle, n'a jamais été reconnue comme une entité colonisée au sens juridique. On ne peut pas réécrire la géographie politique à coup de déclarations médiatiques. Et puis, soyons précis. Il n'y a jamais eu de guerre civile en Kabylie comparable à celle du Sahara occidental. Entre 1962 et 1963, il y a eu une rébellion, oui, mais une rébellion politique nationale menée par le FFS qui s'est repliée dans les montagnes kabyles. Leur objectif? Contester le pouvoir central de Ben Bella, pas fonder un État indépendant kabyle. Cette insurrection n'était ni ethnique ni séparatiste. C'était une lutte pour un autre projet d'Algérie, pour une autre vision du pays. Réduire ce soulèvement à une volonté d'indépendance kabyle, c'est falsifier l'histoire. Ce que faisait le FFS à l'époque, ce n'était pas réclamer un drapeau pour la Kabylie, mais un autre cap pour toute l'Algérie. Confondre tout ça avec un mouvement séparatiste, c'est de la simplification grossière. Et surtout, c'est faux. Non, il n'y a jamais eu de guerre en Kabylie. Il y a eu des soulèvements, oui, des colères populaires, des émeutes, des violences policières. On pense évidemment au printemps berbère de 1980, puis au printemps noir de 2001. Mais en aucun cas ces mouvements n'ont porté un discours séparatiste. À aucun moment on a entendu « on veut couper les ponts avec l'Algérie ». Au contraire, les revendications étaient culturelles, identitaires, démocratiques et surtout inclusives. Les manifestants kabyles réclamaient plus de justice, plus de liberté, plus de dignité. Pas seulement pour eux, mais pour tout le pays. Ce n'était pas un combat pour se séparer de l'Algérie, c'est un combat pour mieux vivre dans une Algérie pour tous. C'était une révolte pour une autre Algérie, plus libre, plus humaine, plus diverse. C'est ça le vrai message. Alors quand on vient nous sortir des parallèles douteux entre la souffrance kabyle et la tragédie juive, entre la Kabylie opprimée et Israël rescapé, on se demande s'il reste un peu de lucidité. Sérieusement. Comparer deux histoires aussi différentes, c'est irresponsable. Et surtout, c'est malhonnête intellectuellement. Il n'y a aucune base historique, culturelle ou politique solide pour faire un tel rapprochement. C'est un abus de langage grave qui dessert tout le monde. Et puis alors, ce fantasme que certains entretiennent. Le rêve qu'Israël, du haut de sa diplomatie, va un jour tamponner Kabylie étant indépendant sur un joli parchemin. Mais qui y croit sérieusement? Israël n'est pas naïf. Il joue aux échecs, pas à la roulette russe. Ils ne vont jamais gaspiller un capital diplomatique pour une entité sans existence juridique, sans reconnaissance continentale, sans consensus international. Le MAC se berce d'illusions. Et tôt ou tard, ils s'en rendront compte. Parlons sérieusement. Le Somaliland, c'est une autre planète. Ce territoire s'est organisé, se gouverne lui-même depuis plus de 30 ans. Il a une administration, une armée, une monnaie, un semblant d'État fonctionnel, même sans reconnaissance internationale. Ce n'est absolument pas le cas de la Kabylie. Et puis il faut arrêter de tout mélanger. La Somalie n'est pas l'Algérie, pas plus que la mer n'est un désert. C'est une autre histoire, une autre géopolitique,
un autre chaos. Quant à Israël, soyons lucides. Quelle serait son utilité à voir l'Algérie éclater en morceaux? Aucun intérêt direct. Ce n'est ni un pays frontalier, ni un rival stratégique. L'Algérie a beau tenir un discours dur contre Tel Aviv, elle n'a jamais été une menace concrète, ni sur le champ de bataille, ni à l'ONU. Et entre nous, Israël a déjà le Maroc comme partenaire régional, bien plus stable, bien plus fiable. Alors franchement, pourquoi s'embarquer dans une aventure kabyle sans issue? Si l'on regarde de près, Israël ne mise pas sur les fragments, mais sur les États. Sa priorité? Renouer officiellement avec la Mauritanie, pays avec qui les liens ont déjà existé. La diplomatie israélienne vise des capitales, pas des mouvements sans assises légales. Pourquoi provoquer des scissions internes, créer de nouvelles zones grises là où pourraient fleurir des groupes extrémistes? Ce serait se tirer une balle dans le pied. L'exemple syrien est parlant. La chute de l'ordre établi a donné naissance à une jungle de milices armées, bien plus imprévisible, bien plus hostile. Entre chaos et autoritarisme stable, Israël préfère savoir à qui elle a affaire. Avec Assad, au moins, elle savait où poser ses lignes rouges. Elle lui a même arraché le Golan. Voilà une relation certes conflictuelle, mais lisible. Alors oui, tout ce projet d'alliance entre le Hamas et Israël relève plus du rêve éveillé que de la stratégie réaliste. C'est bourré d'illusions et surtout, ça manque cruellement d'honnêteté intellectuelle. Et j'invite, sans animosité, sans provocation, Farhat Meni ou tout représentant du Hamas à en discuter sérieusement. Parce que là, on n'est pas dans le calcul politique, mais dans le romantisme diplomatique. Cette obsession pour Israël n'a ni fondement rationnel, ni utilité stratégique. C'est du hors-sujet diplomatique.